Salut, c'est Eric Legloire du podcast The Sales Game et merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je reçois Ariel Rosenblum, directeur associé de Dreamcatcher Sales. Ça va Ariel ? Ouais, au top, au top. Même si le temps est pas parmi nous aujourd'hui, toujours au taquet. Tous les jours. Pas Donc, le choix. bienvenue et merci d'être avec nous sur le podcast. Et Un plaisir. aujourd'hui, on va parler d'un sujet, c'est comment qualifier tes prospects. Mais avant ça, et avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, nous raconter comment tu es arrivé à ce que tu fais aujourd'hui ? Oula, longue histoire. Comment on est arrivé à ce que je fais aujourd'hui? Rapidement, en fait, déjà, un amour inconditionnel du sales, et pas n'importe lequel, celui en soft selling. C'est-à-dire qu'en fait, on a créé Dreamcatcher Sales et par définition, parce qu'on en avait marre de voir des deux choses. La première, en fait, des gens qui sont prêts à vendre leur père et leur mère pour faire leur com à la fin du mois. Donc, c'est-à-dire des gens qui vont pas voir sur justement de la vente qui est pérenne sur le long terme. Et deux, des gens qui sont pas customer centriques, c'est-à-dire qui vont être là à pousser des solutions tout le temps, là, genre quoi qu'il arrive, faut que je pousse, faut que je pousse, faut que je pousse, sans vraiment passer du temps sur le besoin du client et justement sur qualifier d'où vient ce besoin-là, que ce soit un besoin conscient ou un besoin inconscient. Donc vraiment avoir cette approche de consulting tout en ayant toujours le même résultat, c'est-à-dire faire de la vente. Mais tu as de la vente qui est propre et tu as de la vente qui est faite à l'arrache. Et nous, on est sur de la vente qui est très propre. Voilà. Ok. Et justement, comme tu es en train de parler de vente propre, j'imagine que pour en arriver là, tu dois passer par la qualification de tes prospects, justement pour savoir s'ils correspondent Ouais. à ce qu'il faut. Donc, Très bonne question. Alors ouais, effectivement, en fait, en réalité, la qualification des prospects, c'est t'aide effectivement à faire une vente propre, mais surtout a un énorme impact sur le cycle de vente. Je m'explique. En fait, ok. plus ton prospect est qualifié en amont, plus en fait ton cycle de vente va être raccourci. Pourquoi? En fait, parce qu'en fait, tu parles à la bonne personne qui a un budget, qui a un pain, donc qui a un besoin, besoin, et qui a une intensité du besoin qui est assez forte pour déclencher un acte d'achat. Et plus ton besoin est qualifié, ok, plus ton prospect l'est également, plus tu arrives rapidement à changer la relation de commercial ou vendeur à client-acheteur. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va venir démarcher justement le prospect, mais c'est lui qui va venir justement acheter ta solution. Donc, en réalité, quand je te dis que ça raccourcit le cycle de vente, ça va le raccourcir notamment en fin de funnel au niveau de la négociation. Parce que généralement, en fait, tu peux largement la faire sauter, puisqu'en fait, l'intensité du besoin est tellement forte qu'il faut la solution avant-hier. Après, bien évidemment, il faut avoir des prix qui soient raisonnables, en accord avec le marché et le secteur que tu es en train de cibler. Ok, donc on va revenir un peu sur ce que tu disais, sur tout ce que tu essayes de trouver dans la qualification en fait, de ton prospect. Justement, quand tu qualifies un prospect, bon, on va prendre un cycle long et une vente complexe Ouais, ouais, comme exemple. j'adore. Tu commences comment justement en fait ta qualification de prospect? Alors, très bonne question par la base. La base, c'est quoi? C'est le market fit, d'accord? Donc, en fait, il faut d'abord savoir qui tu contactes dans la société. Tu vas me dire, OK, Ariane, bien évidemment, c'est une base, mais en réalité, on va revenir aux basiques. Pour commencer par la qualification, je pense qu'il faut qu'on reparle des basiques. C'est quoi les basiques d'un prospect qualifié? C'est trois choses. La première, le décisionnaire. C'est quoi le décisionnaire? C'est l'interlocuteur qui a le pouvoir de signer un chèque. Ok. C'est qui a le pouvoir de dire go no go. Donc, par définition, c'est pas genre une personne qui n'est même pas en fait dans la bonne branche, qui n'a potentiellement même pas le besoin sur lequel effectivement la solution que tu proposes peut se positionner, mais c'est une personne qui est bien évidemment dans le bon département, qui a potentiellement des projets, qui a ce budget et qui est capable de dire go no go, on y va. D'accord? La deuxième chose, c'est quoi? C'est le pain, le besoin. D'accord? Donc, on verra plus tard qu'il y a des besoins conscients et des besoins inconscients, surtout en vente complexe et surtout auprès des grands comptes. Donc, au niveau du besoin, s'il n'y a pas de besoin, ça sert à quoi que tu passes du temps à pousser un truc où il n'y a pas de besoin? Tu vois, il y a plein de gens, genre, OK, par exemple, notamment sur les contrats cadres, tu vois, tu signes un contrat cadre, OK, tu signes un contrat cadre sur 2-3 ans. Tu as des mecs qui vont t'appeler, qui vont te dire, OK, non, non, vous n'avez pas besoin. En fait, c'est pas que j'ai pas besoin, c'est que oui, j'ai besoin, mais j'ai signé un contrat cadre sur 2-3 ans. Donc, à la rigueur, rappelle-moi dans 2 ans et demi, tu vois. OK? Non, les mecs, ils vont continuer toutes les semaines, tu vois. Donc, en fait, tu perds du temps. C'est pas le bon moment.
Donc, le tout, en fait, c'est de pouvoir savoir quand est-ce qu'est le bon moment. Donc, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus Mhm. l'heure. D'accord? Et c'est tout ce travail également de suivi du pipe qui va te permettre de trouver le bon moment. D'où l'intérêt, encore une fois, d'avoir un CRM qui est complet, d'avoir un follow-up, donc un suivi de tes prospects qui est minutieux, attentionné et sincère. Et quand je dis sincère, c'est très important. Sincère, ça veut dire quoi? C'est créer une relation de confiance avec son prospect. D'accord? Donc, Ok. ça veut dire que le mec qui a les dents qui arrivent par terre, autant dire que ça sent à 20 km. On ne peut pas créer une relation de confiance comme ça. Et ça va faire de la vente qui est one shot. Et la vente one shot, à part effectivement dans certains secteurs, dans certains domaines où c'est très pertinent, et dans tous les cas, on ne peut pas passer outre mesure, et dans de la vente complexe sur du long terme, ça n'a aucun intérêt. C'est que de la perte de temps. D'accord? Le dernier facteur qui est indispensable, c'est l'intensité du besoin. Ok. D'accord? Alors, cette intensité du besoin, notamment au sein des startups aujourd'hui et des nouvelles solutions qui sont plutôt dans une période d'évangélisation du marché, tu vas me dire, bah, en fait, elle est là, mais elle n'est pas là en même temps. Donc, en fait, c'est tout l'intérêt d'avoir des chasseurs. Tu vois, tout l'intérêt d'aller créer ce besoin-là, d'aller susciter ce besoin-là, d'accord? De transformer une solution qui est un nice to have en solution must have. Ok. D'accord? C'est-à-dire que ça va devenir indispensable d'avoir cette solution et de pouvoir justement genre, l'utiliser au quotidien. Notamment sur toutes les boîtes qui font du SaaS, puisque c'est ça qui va limiter le churn. Ok. C'est Juste l'habitude. le churn, pour ceux qui Churn, écoutent. churn, le churn, effectivement. Le churn, c'est le taux de désabonnement d'une solution. Quand on paye une solution au mois, on peut rester abonné ou se désabonner. Et le churn, c'est le taux de désabonnement. Ok. On va revenir sur ce que tu étais en train de dire justement sur l'intensité du besoin. Comment tu fais justement, comme tu étais en train de dire, justement quand tu es dans un secteur ou un nouveau marché justement où les prospects, ils ne Très savent pas bonne justement question. qu'ils ont ce besoin, comment t'aborderais Alors, un prospect comme ça? Alors, en fait, l'intensité du besoin, c'est la seule levier qu'on peut avoir que en outbound, que à travers du call, du rendez-vous, une interaction humaine. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie qualification sur le bon décisionnaire et le bon besoin, je peux l'avoir sans même en fait contacter la personne en réalité. Ouais. Par différents outils qui me permettent de pouvoir suivre une personne à travers de différentes actions qu'il a fait. Ça déclenche des besoins parce qu'on sait que s'il fait telle action, ça suscite que il a tel besoin et donc du coup ça m'alerte et ça me permet d'avoir une approche qui est personnalisée vers cette personne-là. Pareil, je peux faire un mapping sans même contacter la personne, d'accord? Mais je pourrais jamais vérifier l'intensité du besoin si j'ai pas justement cette démarche opérationnelle qui est par du call. Donc là, c'est même plus du cold calling, c'est du warm calling. C'est-à-dire en fait, d'ailleurs, moi je compte le cold calling. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui on est sur du warm calling. C'est-à-dire je préfère faire du call, en fait, comment dirais-je, qui est préqualifié et passer Hmm. peut-être 30 minutes, 40 minutes au téléphone avec une personne qui s'attendait pas à ce que je l'appelle. Mais moi, j'ai tellement d'informations sur elle que je sais que ma solution va l'intéresser. Et je sais exactement comment je vais introduire ma discussion. D'accord? Et je préfère faire du qualitatif que du quantitatif. Aujourd'hui, quand j'entends des personnes qui disent, moi, je veux des personnes, enfin, des CEO qui me disent, moi, je veux des gens qui fassent 200 calls par jour, c'est de l'abattage. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je préfère, en fait, que la personne fasse 30 calls par jour et 25 rendez-vous qualifiés et qu'elle puisse avoir des informations qui soient claires, nettes et précises sur chaque rendez-vous et qu'elle ait surtout une image de marque, que l'image de marque perçue par le prospect Ok. soit Ouais. hyper valorisante et valorisée par justement cet échange qui a été personnalisé grâce aux informations qu'on a eues en amont. C'est vraiment en fait la Et qualification. justement, Oui, pardon. Non, t'inquiète, t'inquiète. Justement, ces informations-là que tu étais en train de dire que tu cherches en amont, justement pour faire un appel qui est un peu plus, justement, qualifié, qu'est-ce que tu vas Ouais. chercher comme information? Ça dépend des secteurs, ça dépend de ta solution Ouais. également. Ça peut être déjà, on va savoir, on va reprendre encore une fois, en fait, il faut toujours partir de la base. Donc la base, Ouais. c'est qui est décisionnaire. Donc encore une fois, avant même de savoir s'il y a un besoin, la première information, c'est à qui je vais parler. D'accord? Alors plus on va dans des comptes qui sont assez
assez tentaculaires, plus on peut avoir affaire effectivement à des armées mexicaines. C'est-à-dire en fait plein de personnes qui ont des postes super importants, mais qui en réalité en fait n'ont pas ce pouvoir de décision. D'accord? Donc là, il y a différentes techniques ensuite pour les approcher. Soit on peut faire du bottom-up, c'est-à-dire on va passer par les opérationnels qui, eux, ont le besoin du quotidien. Donc, on va transformer en ambassadeurs pour aller parler et prendre rendez-vous avec justement leur manager, voire même le COMEX. C'est souvent utilisé notamment pour toucher les directeurs marketing, d'accord, ou aussi beaucoup sur toute la partie CTO, beaucoup ça. Ou sinon en top-down. Alors top-down, en fait, c'est beaucoup plus rapide, mais là, c'est vraiment une approche de sniper. C'est-à-dire, en fait, on va aller contacter directement le CEO du groupe, de la boîte, peu importe, pour solliciter en fait une mise en relation vers ces colonels, hein, ces généraux, pardon, dans les domaines bien particuliers. Et donc, on ne veut pas juste dire bonjour, monsieur le grand CEO d'un groupe du CAC, mettez-moi en relation avec votre CDO parce que le mec il n'a rien à faire hein, et il n'a pas que ça à faire. Par contre, si on vient solliciter une pain que lui a et sur un sujet sur lequel il a missionné des gens, alors là, bizarrement, on se rend compte que la mise en relation est très rapide. Et en fait, là, encore une fois, on accélère le cycle de vente parce que lorsque le CEO vous met en relation avec un de ses généraux, que ce soit au marketing, au commercial, à l'IT, donc, du coup, à la DSI ou à la transfo digitale, peu importe, bah, en fait, on est obligé d'opérer et d'obtempérer. Donc, du coup, là, rapidement, on a un rendez-vous et on peut suivre son cycle de vente. Et c'est à ce moment-là qu'il faut rester aussi très humble et continuer à dérouler son cycle de vente normalement. C'est parce qu'on a été introduit par le CEO d'une grande boîte, on est au-dessus de tout le monde. Au contraire. Voilà. Ok. J'ai répondu à ta question ou j'ai pas répondu à ta question? Justement, c'était donc du coup Ah, cool. comment tu commences. Donc après, voilà, bon, tu arrives avec le décisionnaire. Justement, bah, on est en train, enfin, tu avais commencé à en parler un peu, donc du coup, de tout ce qui est du besoin. Donc, on va juste revenir sur le point qui était de comment tu commences à parler d'un besoin qui ne connaissent pas, justement, qui ne savent Très pas bonne. qu'ils ont besoin. Alors, très bonne question. En réalité, encore une fois, il faut voir les choses d'un point de vue macro avant de les attaquer en micro. D'accord? Il y a Mhm. trois types de besoins. Il n'y en Ouais, a pas 50, il y a trois types de besoins. J'ai besoin de gagner du temps, j'ai besoin de gagner de l'énergie, et j'ai besoin de gagner de l'argent. Ou j'ai besoin d'économiser du temps, d'économiser de l'énergie ou d'économiser de l'argent. Donc en fait, c'est les trois seuls besoins sur lesquels on peut se positionner. Tout le reste, c'est du nice to have. Donc du coup, en fait, ça n'a aucune valeur ajoutée parce qu'il n'y a pas de ROI derrière. En tout cas, il n'y a pas de ROI qu'on peut calculer immédiatement et sur lesquels on peut se projeter. D'accord? Donc ouais, ROI, c'est retour sur investissement. Je ne sais jamais, peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas que c'est le ROI, il n'y a aucun problème pour ça. ok. Et du coup, tu vas commencer, si tu commences à parler avec un décisionnaire, tu vas commencer en posant des questions sur ces trois besoins-là Alors, très bonne comment tu fais? question. En réalité, quand on va engager la conversation en call ou en rendez-vous, on a déjà le pain, qu'on a déjà identifié en amont. Ok, D'accord? Parce qu'on a identifié un projet ou parce que tout simplement, on a modélisé le pain, un business case, pardon, donc un cas pratique qu'on a eu avec un concurrent qu'on a dupliqué sur lui. Et bizarrement, on se rend compte quoi? Qu'ils ont tous les mêmes problèmes en réalité. Surtout, plus les entreprises sont grosses, plus ils ont des problématiques qui sont généralement assez identiques. Donc, où on sait y répondre. Donc, à travers justement un business case qu'on a déjà fait avec un concurrent à lui ou en tout cas une personne du même secteur, où on a la possibilité de pouvoir identifier quelle était la problématique, montrer la solution qu'on a mis en place, montrer le rétro-planning et donc du coup le développement de la solution au fur et à mesure et surtout pouvoir prouver le ROI qu'on a pu justement créer après l'installation de la solution, bah, en fait, en réalité, on va très rapidement vers un acte d'achat. Puisque en fait, c'est comme si je disais, est-ce que vous avez bien ce problème-là? Oui. Ok. Est-ce que si je vous trouve une solution qui vous permet de gagner tant de temps, ça vous intéresse? Oui.
OK, est-ce que si cette solution, on arrive à l'onboarder en X temps, donc onboarder, installer et former vos équipes en X temps, ça vous permet de pouvoir justement gagner assez d'énergie, d'accord, et donc assez de temps également pour pouvoir justement la déployer avant Noël. Dans le retail, c'est très important Noël, c'est une période qui est hyper importante. Oui, ça m'intéresse. Très bien. Alors, dans ces cas-là, rencontrons-nous et je vous explique justement comment ça fonctionne. On pourra également discuter. Bien évidemment, faut pas vous donner les KPI, donc les indicateurs clés, mais on pourra discuter du cas pratique qu'on a eu avec une personne dans votre secteur et sur lequel on a réussi à lui faire gagner X K euros ou X temps par jour ou X économie d'énergie par an. Voilà. Et là, tout de suite, on a beaucoup plus de crédibilité. Et tu fais comment quand justement tu attaques un nouveau secteur et Demande que t'as pas. d'expertise. Ok. Ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, Vas-y, non, je t'écoute. ouais, justement, t'as pas de. T'as pas de KPI, T'as pas d'indicateur, justement, t'as pas de chiffre justement pour ce secteur-là. Comment tu fais justement? Eh ben, demande d'expertise. En fait, encore une fois, c'est pour ça que je pense que le cold calling, c'est pas en fait une bonne solution. Je suis petit aparté. Pour moi, cold calling, c'est en gros, je prends le bottin et one by one, donc un par un, je vais appeler les personnes sans même avoir pris un rendez-vous, sans même qu'ils me connaissent, sans même m'assurer qu'ils ont un besoin, sans même m'assurer que c'est la bonne personne. Et je vais déballer un pitch qui est tout le temps le même. Voilà. Donc en fait, il y a un petit côté sadomaso là-dedans, moi, je trouve d'ailleurs. Mais enfin bon, peu importe, c'est mon avis. Comment je fais? En fait, la demande d'expertise, pour moi, c'est vraiment une clé. La demande d'expertise, c'est quoi? La demande d'expertise, c'est un call avec une personne qui est généralement assez haut placée ou qui est très pertinente et experte sur son domaine et sur lequel, en fait, on va solliciter son avis sur une idée. D'accord? Okay. Donc, ça va être bonjour Elric, je suis désolé de te déranger. Est-ce que tu aurais 1 minute 32 à m'accorder? J'ai une idée. J'aimerais bien avoir ton avis sur la question, mais j'ai pas cette expertise du podcast comme toi tu peux l'avoir. Et j'aurais besoin que tu me dises si c'est pertinent ou pas pertinent mon idée. Et surtout, pourquoi c'est pas pertinent pour que je puisse améliorer. D'accord? Là, je suis pas dans une démarche commerciale, tu vois. J'ai rien à te vendre en réalité. Mais je viens d'activer 2 choses. La première, tout le monde est intéressé pour une idée. Tout le monde a envie de savoir c'est quoi l'idée. J'ai une idée, même si tu n'es pas entrepreneur, entre guillemets, et que tu t'intéresses à plein de choses, j'ai une idée, tu as envie de savoir ce que c'est. C'est quoi l'idée? Tu vois? Ça peut être intéressant. Et la deuxième, c'est que je sollicite ton expertise. Mais je le fais sincèrement. Mais quand je le fais, en fait, je valorise ton ego. Donc, du coup, bizarrement, tu as un peu de temps pour moi. Et tu ne me considères pas comme un sales. Donc, c'est à ce moment-là, en fait, où je vais te poser beaucoup de questions qui vont me permettre à moi de comprendre où se trouve le pain dans ton secteur. Et surtout, s'il y a un pain, ça se trouve, il n'y a pas de point de douleur. Ça se trouve, ma solution n'est pas pertinente pour toi. Et donc, du coup, ça me permettra de gagner énormément de temps pour pouvoir prioriser mes cibles. Ça rentre dans la qualification, d'accord? En fonction de l'intensité du besoin. Good? Ouais. Ah ouais, c'est parfait. Voilà. La demande d'expertise, pour moi, c'est ça. Et en fait, la grosse valeur ajoutée de la demande d'expertise, elle est où? Et surtout lorsque tu es en train de créer ta boîte et que tu n'as pas encore de premier client ou que tu es en train de faire ton market fit, en train de vérifier si ta solution répond potentiellement à un besoin. En fait, ça fait gagner énormément de temps parce que ça te permet tout de suite de te positionner sur un secteur ou pas, ou d'avoir des retours du marché par rapport à la perception de cette solution sur un secteur donné ou pas. Et en fonction de ça, du coup, potentiellement de pivoter, d'accord? Mais ces gens-là, même s'ils font pas appel à toi, ils gardent une image positive de toi. Si tu restes poli et que tu n'es pas là à vendre quoi que ce soit, et surtout si tu mets ton ego de côté. D'accord? Parce que tu n'es pas là pour vendre ta solution ou tu penses que c'est la dernière licorne à la mode. Tu es là pour pouvoir vérifier si ta solution a vraiment une pertinence sur ce marché-là par rapport aux besoins que tu as pensé. Mais ça se trouve, cette conversation va permettre de soulever des besoins que toi, tu n'as même pas vus et que même lui ne connaissait pas. Et où il va pouvoir potentiellement trouver une pertinence. Tu vois?
mais sur lequel potentiellement tu devras faire un ou deux développements en plus pour pouvoir accorder ta solution à ces problématiques, à son secteur pour répondre à ces problématiques, pardon. Donc, c'est très important. Et si ça ne répond pas, tu peux solliciter son réseau, tu vois, parce que tu demandes peut-être son avis, mais tu demandes l'avis de ses confrères également, de ses collègues potentiellement, tu vois. Et dis-moi qui tu fréquentes, je te dirais qui tu es, tu vois. Un dear market fréquente pas mal de dear market aussi, tu vois. Ils se retrouvent dans différents événements, les big boss par exemple, big up à Hervé Bloch, ou d'autres events sur lesquels effectivement ils peuvent discuter. Ah, j'ai entendu parler d'une solution qui fait ci, qui fait ça. Je te mets en relation avec. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a gardé une bonne image de toi, tu vois, versus un sales qui vient juste vendre sa sauce, qui va pas passer du temps à la qualification, qui va plus déranger la personne. Et du coup, ça va être que en fait négatif. Pourquoi? Parce que il va dévaloriser son image de marque. Ça veut dire que en fait, en étant trop pushy, le prospect va se dire, mais attends, déjà, je n'ai pas besoin, mais quand j'en aurai besoin, c'est surtout pas la boîte sur laquelle j'ai envie d'aller. D'accord? Clairement. Et en plus de ça, du coup, il va pas faire de mise en relation. D'accord? Donc, il n'y a rien de très positif là-dessus. Par contre, dans cette démarche-là, qui est un peu, pour moi, un tip qu'on donne à nos auditeurs, et avec grand plaisir pour qu'ils l'essaient, faut garder à l'esprit d'avoir une humilité, mais à toute épreuve. D'accord? Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on se fout à poil. D'accord? Surtout quand on est en création de boîte. C'est-à-dire qu'on est tellement persuadé de la pertinence de cette société, que c'est indispensable de l'avoir, que personne ne comprend pourquoi c'est pas déjà la licorne du siècle et pourquoi il n'a pas déjà levé 50 plaques. Peu importe, ok? Ce qui est sûr, c'est que la personne en face, et c'est normal, c'est humain, en fait, il va pas forcément voir le positif, mais il va d'abord voir le négatif. Et c'est ça qui est le plus intéressant, en fait. C'est ces objections-là qui vont permettre de gagner du temps sur le pitch derrière. Mais si on n'a pas l'humilité pour l'entendre, le comprendre et l'améliorer, alors c'est foutu. Ok. L'humilité. Moi aussi, je vais essayer parce que justement, je te posais cette question parce que justement, je suis en plein dedans là. En fait, on est en train d'attaquer des nouveaux secteurs et justement, c'était pour ça que ça m'intéressait de savoir comment t'approches justement et bah, C'est malin. j'essaierai. Ah, bah, bien sûr. Avec plaisir, avec Non, plaisir. non, 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 mais c'était le but justement de te poser la question justement. Donc, bon, bah, j'essaierai cette approche de l'expertise justement pour essayer de comprendre. Est-ce que, juste, bah, je remets le contexte. Moi, je suis au Mexique, donc je prospecte au Mexique. Et il y a la solution qu'on vend aussi, c'est pareil, c'est une solution qui est justement, bah, la plupart des entreprises qui ne l'ont pas. Et justement, faut commencer comme tu étais en train de dire, justement pour tester, pour voir ce qui fonctionne. Et donc, on va faire ça. Merci Cool. pour le conseil. N'hésite pas, genre, surtout, partage tes résultats ensuite parce que, en fait, ce qui est bien avec cette technique, c'est que je pense qu'elle est universelle. Dans le sens Ouais, où je pars du principe qu'en fait, déjà, la vente est très locale. C'est très compliqué, par exemple, ne serait-ce qu'en France. Quand tu es un vendeur, quand tu es un sales, donc un commercial à Lille, amuse-toi à aller vendre à des Marseillais. Et pire, si tu es à Paris. Et bien, pareil quand tu es à Strasbourg, ou pareil quand tu es à Bordeaux. C'est des cultures de vente qui sont ouais. très locales. D'accord? Donc, je pense que c'est encore plus compliqué lorsque tu es à l'étranger, puisque je pense qu'au Mexique, ils ont une culture qui est encore différente au niveau de la vente. Au Japon, c'est différent. Aux Émirats, c'est encore différent. Voilà, aux États-Unis, je te raconte pas, c'est encore différent. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir C'est- comprendre cette culture pour pouvoir aller vendre. Mais il y a deux choses qui sont, à mon avis, universelles. C'est susciter l'intérêt. Tout le monde, les tours de magie, tout le monde a toujours voulu savoir c'est quoi le trick. Tu vois, comment je fais comment le mec a réussi à faire ça. Ça a toujours fasciné tout le monde. D'accord? ouais, Donc, j'ai une idée, c'est vraiment ça. C'est quoi ton trick? OK? Et valoriser l'ego. Valoriser l'ego, mais pas un peu, pas comme le corbeau et le renard.
Non, pas valoriser l'ego. Ah, Elric, mec, j'adore ta coupe de cheveux. Non, c'est une bagarre de balle. Non, mais genre, non, mais genre, j'adore ce que tu Ah, fais, merci. machin. Ouais, c'est Charlie. Genre, j'adore ce que tu fais, tout ça, machin. Non, non, ah, vraiment, être comme toi, j'adorerais. Non, non, pas ça, valoriser Ouais, l'ego. Valoriser l'ego, c'est juste par rapport à ton expertise. Parce que c'est vrai. Dans certains domaines, tu as plus d'expertise que moi et tu peux plus m'apporter que, enfin, tu peux plus m'apporter que moi-même, c'est évident, tu vois, et vice versa. Mais le tout, c'est vraiment de le comprendre et de pouvoir partager cette expérience-là et rester focus là-dessus, bien évidemment. Pas de commercial dans des demandes d'expertise. C'est pas le sujet. Et puis généralement, en fait, quand on fait du marketing, il n'y a rien à vendre. Donc, c'est rien à faire. ouais. Ok. Et après, en fait, je me posais cette question aussi. Donc là, enfin, t'as déjà commencé à répondre, mais du coup, comment tu structures là, tu as déjà fait le premier appel avec le décisionnaire. Là, tu fais ton premier rendez-vous avec eux. Justement, ce Mm. premier rendez-vous, qu'est-ce que tu vas essayer de découvrir en plus de ce que tu sais déjà? Comment tu structures ces premiers rendez-vous? Ce rendez-vous-là, alors, la structuration est très importante, hein. Ceux qui me connaissent une de mes phrases mémorables, c'est time is fucking money. Ok. Genre, et donc, du coup, l'organisation rentre dans ce système-là. D'accord? Donc, en fait, avant même le rendez-vous, tu es déjà très organisé. Comment tu es très organisé? Très peu de sales le font, malheureusement. Chez nous, c'est une obligation. L'ordre du jour. L'ordre du jour. Tu envoies une invitation, d'accord? Tu as deux choses dans ton invitation. Tu as contact, donc, qui sont les gens qui vont être là, donc ceux qui t'ont invité et toi. Ouais. Pourquoi? Parce que si tu arrives à la bourre, en fait, ou si tu es en avance, ou tu as un décalage, plutôt que d'aller rechercher dans tous tes mails le numéro de la personne quand il l'a mis dans son signature, je ne parle pas des personnes qui n'ont pas leur numéro dans leur signature, pour ensuite l'appeler, bah, il peut se passer beaucoup de temps. Alors que si tu l'as directement dans l'invitation, tu peux justement directement avec ton application et l'appeler. Et vice-versa. Hein. Deuxième partie, ordre du jour, toujours en 3 points. Présentation de qui tu es et de ce que tu recherches. C'est quoi tes besoins, d'accord? Par Mhm. rapport à mes problèmes, par rapport à mon secteur, par rapport à ce que moi je peux apporter. Présentation de ce que nous on fait et valeur ajoutée par rapport à ton secteur. Question-réponse. Dernière partie, objectif, mise en place d'un chantier d'initiative en fonction des attentes de chacun. Pourquoi cette dernière partie elle est indispensable? Parce que dans n'importe quelle étape du process commercial, tu dois avoir un call to action. What's the next step? C'est quoi la prochaine étape? Yes. Tu vois, c'est indispensable, que ce soit en qualification, en prospection, en rendez-vous, en négo, en closing, en feed, en cross-sell, whatever. What's the next step? Sinon, tu sais pas où tu vas, sinon tu n'avances pas. En fait, et je vois trop de personnes qui font j'ai fait 30 rendez-vous avec la personne. Ok, t'as pas compris le délire de time is fucking money, en fait. T'as pas compris. Donc, et pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas dit what's the next step. Mhm. Ils n'ont pas dit, en fait, c'est pareil, il y a plein de gens qui arrivent en fin de négo, et là, on s'écarte un peu du sujet de la qualification, mais on peut en parler, en fin de négociation, et en fait, tout le monde est chaud pour closer, mais ça close pas. Et pourquoi? Parce Parce qu'ils que t'as pas fait m'ont la dit cette qualification en question, amont. Ouais. exactement, mais non, il y a ça, mais surtout, ils m'ont dit Ouais. la question, ok, mais du coup, on fait quoi? Non, toi, t'es d'accord, toi, t'es d'accord, toi, t'es d'accord, moi, je suis d'accord, on est d'accord sur le prix, on est d'accord sur le rétro-planning, on est d'accord sur l'onboarding, on est d'accord sur sur ce que tu veux. Du coup, bah, on fait quoi? Bah, on signe. Ouais. Bah oui, on signe, on y va. Mais, et là, en fait, c'est pas une approche qui est brutale, parce que tout le monde est validé. On a validé tous les points. Mais c'est important de rappeler que l'objectif, c'est quand même de closer. Mais closer, genre de la façon la plus propre possible. Et là, c'est propre. D'accord? Donc, le what's the next step, Yes. c'est indispensable. Non, c'est marrant que Et tu dis toujours ça avoir parce à que. tête, c'est quoi le prochain truc. Et pour qualifier un rendez-vous, effectivement, en rendez-vous, bah, en fait, encore une fois, on cadre le rendez-vous. On cadre le rendez-vous par l'ordre du jour. Parce que généralement, en fait, vu que personne met des ordres du jour, ok, Mhm. ou très peu de personnes, bah, en fait, ça déjà, ça te donne le lead. Yes. D'accord? Deux, ça permet également, le jour du rendez-vous, potentiellement, de pouvoir interchanger les étapes. Mais en réalité, le cadre, ça reste le même. Ah, mais c'est marrant que tu dis ça parce que justement, on fait. Bah, depuis cette année, je fais exactement la même chose. C'est la même idée, justement. On fait un ordre du jour où tu mets l'objectif, le temps de la réunion, parce que bien Mmh. sûr, si elle commence en retard, bah, faut contrôler ça et lui demander si justement il a encore le temps pour la réunion.
Et après, l'objectif ce dont ton prospect veut parler pendant la réunion et ce dont toi tu veux parler. Et à la fin, pareil, next step. Donc, la Ouais, prochaine étape. c'est ça. Mais même plus que. Ouais, c'est ça. D'accord. Et après, Ouais, effectivement, l'objectif, c'est qu'à chaque fois, tu puisses apporter des petits points qui vont faire la différence. Et normalement, ces petits points d'attention qui font la yes. différence, tu les as avant. Tu sais ce que je veux dire? Mhm. Tu les as avant lorsque tu as, par exemple, lorsque tu as qualifié, avant même de le contacter. Avant même de le contacter, tu t'es peut-être intéressé sur les différents articles qu'il a pu faire, les différents posts qu'il a pu faire, les différents partages qu'il a pu faire. Tu peux l'avoir stalké sur 50 000 réseaux sociaux et voir c'est quoi sa vie, c'est quoi ses hobbies, c'est quoi. Et lui, c'est même pas que tu es en train de le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Mais toujours, c'est toujours, ça c'est très important, toujours avec une démarche attentionnée et qualitative. C'est pas de l'altruisme, c'est, je dirais même de l'altruisme. Voilà. L'objectif, c'est de pouvoir aider les gens. Non, mais c'est bien dit. Non, ouais, mais je vois très mal le truc, c'est que bah, c'est de trouver l'information qui va t'aider à commencer à parler avec tel prospect. Et justement, je me posais une autre question, c'était comment tu fais justement pour améliorer ce process de qualification? Comment tu fais toi tous les jours pour dire j'ai fait aujourd'hui j'ai fait ce premier rendez-vous avec ce client, mais je pense que je peux encore l'améliorer. Qu'est-ce que tu fais pour Alors, améliorer ça? il y a deux choses. La première, dans tout ce que je fais, c'est l'amélioration continue. Et mon tip, c'est tu te lèves le matin et tu te demandes ce que tu as envie d'apprendre. Tu te couches le soir et tu te dis qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui. Et tu te mets deux choses par jour, ce qui fait 14 choses que tu as appris par semaine. C'est pareil pour les to-do list. Quand tu te mets trois choses hyper urgentes par jour, ça fait quand même 3 fois 5, 15. 15 tâches qui ont été faites et qui sont primordiales, qui permettent de ne pas justement te disperser. Ça, c'est la première chose. Et Ok. après, il y a trois choses que je me rends compte. La deuxième chose, c'est la bienveillance. La bienveillance, aujourd'hui, c'est un mot qui est tellement utilisé qu'il n'y a plus vraiment de valeur. Mais aujourd'hui, chez nous, en tout cas, la bienveillance, par exemple, au sein de Dreamcatcher Sales, c'est le Call Me I'm Famous. Tous les vendredis, entre 16h et 18h, on call. Mais on call pas pour call, en réalité. C'est parti du DCS Labs, qui est le laboratoire interne à Dreamcatcher Sales, où on teste différents outils, différentes techniques de call, de vente, de closing, de management, de sales, de plein de choses qui permet de pouvoir s'assurer qu'on est toujours en haut du panier et toujours en fait le fleuron sales en France. Et surtout, on est toujours dans cette démarche d'amélioration continue, c'est hyper important pour nous. Et cette démarche-là, donc sur le Call Me Famous, c'est quoi? C'est en fait, on va appeler bien évidemment des prospects à nous, mais pas pour faire du business en fait. C'est pas la première idée qu'on a. La première idée qu'on a, c'est on est entre nous et on va s'écouter, partager nos best practices, faire un retour tout de suite sur qu'est-ce qu'on aurait pu tester en plus. Qu'est-ce qui a été, qu'est-ce qui a moins bien été et comment je peux encore mieux m'améliorer. Donc, du coup, en fait, avec cette démarche-là, on va travailler sur des pouillèmes, tu vois, des tout petits trucs qui vont permettre d'avoir, en fait, vraiment beaucoup plus d'envergure. C'est un peu le 80-20 de la loi de Pareto, c'est-à-dire que tu fais 80% du boulot pour récupérer 20%. En fait, les 20% du taf qui te reste vont te permettre d'avoir 80% de réussite. Ok? Donc Ok. c'est vraiment ça aujourd'hui. Et le dernier, justement, j'ai écouté ton dernier podcast. Euh, c'est vraiment par rapport aussi au mentorat. Ouais. Avoir des gens en qui tu as confiance, qui te font confiance, savoir les sélectionner, savoir bien s'entourer et savoir les choisir par rapport à des thématiques très précises. C'est pas des coachs, c'est pas tes meilleurs potes. D'ailleurs, c'est souvent pas des potes. C'est pas des gens avec qui tu vas faire des super soirées. C'est des mentors. Et ça, c'est très important. Moi, j'ai un mentor sales qui a une super grosse expérience en sales puisque c'est lui qui a créé toute la démarche sales de vente privée. C'est Michael Benabou.
pour pas le citer, qui est juste une personne extraordinaire pour toute la partie effectivement design d'une force commerciale, motivation des troupes, développement commercial par rapport à des nouvelles techniques de vente. Et vu qu'il est très très proche des startups et que c'est un chasseur dans l'âme et que c'est un gars qui est extraordinaire et hyper bienveillant et plein d'amour, bah, il donne toute son énergie que toi tu arrives à retransmettre aux gens que tu mentors et aux gens que tu manages. Donc c'est vraiment hyper important également. C'est trois choses sur lesquelles effectivement moi je trouve que c'est important d'avoir avec soi pour pouvoir se remettre en question et améliorer sa phase de qualification. Tu vois comme quoi des Ouais. choses qui sont pas forcément portées sur le sales ont directement une implication sur ta qualification, hein, et pas que sur ta qualification bien évidemment. Et j'étais curieux un peu de savoir, là, ton mentor, justement, tu le vois, Mickaël, c'est ça? Tu le vois combien Michael de fois par Benabo, semaine? bah pas par semaine, moi je le Ouais. vois, tu vois, c'est ça, je le vois une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Déjà, Ok. parce que c'est quelqu'un qui a pas beaucoup de temps, Ah ouais. mais surtout, je le vois avec trois questions précises. Tu vois, en fait, encore une fois, je te dis, c'est pas mon pote. Ouais. Genre, on passe des très bons moments, mais je viens avec trois questions précises sur lesquelles j'ai besoin de son avis, en fait. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui ont vécu 50 000 vies avant toi. Et en fait, c'est leur expérience qui permet de gagner du temps. Tout ça, en gros, c'est juste du gain de temps. Ok. Et bien évidemment, voilà, ça te permet de bonifier et de t'améliorer, de monter ton expérience et ton expertise. Tu as l'œil beaucoup plus aguerri et à toi ensuite de pouvoir transmettre ce savoir à d'autres, ce qu'on appelle la chaîne des pairs, qui est très important aussi. Hein. C'est ce que tu as reçu, tu dois le redistribuer. De bon cœur, hein, sans faire payer des gens, même si on essaye. Ça marche, c'est noté. Quel est le livre qui a le plus influencé ta vie de commercial et pourquoi? Sales Engine, j'ai envie de dire. Sales Engine, en fait, et d'ailleurs, c'est marrant parce que ça parle de la qualification. Sales Engine, en fait, c'est toute la partie automation sur le lead generation. Donc, ça veut dire comment je vais pouvoir créer un moteur qui va me permettre d'avoir, si tu veux, des prospects tout chauds qui arrivent dans mon CRM. Et en fait, pourquoi ça a changé mon mindset, donc mon état d'esprit par rapport au sales? Parce que je suis enfin, je suis devenu, j'ai plus beaucoup de temps maintenant, mais à ce moment-là, on va dire, j'étais un peu flemmard quand même, tu vois. Genre, j'étais un peu beaucoup flemmard. Et donc, du coup, je me suis dit, mais en fait, toutes les tâches répétitives que je fais, est-ce qu'il n'y a pas moyen de les automatiser? Et tout le jus de cerveau que j'ai pu avoir et toute l'expérience que j'ai pu comprendre par rapport à ce marché-là, comment je peux l'automatiser? Parce que je sais exactement quand est-ce que ma cible a besoin de moi, je sais qui est ma cible, je sais quel est son besoin. Et moi, ce que je veux, c'est juste décrocher mon téléphone et adapter mon pitch par rapport à sa solution sans travestir ma solution par rapport à son besoin. Et donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, concrètement, on a un peu une sales machine au sein de Dreamcatcher Sales. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, on a tous contribué à son développement, mais qui permet d'avoir des clients tous les jours, que ce soit des nouveaux candidats ou des nouveaux clients qui ont des besoins pour créer ou renforcer leur force commerciale avec des profils chasseurs, toujours dans le digital. Voilà. Parfait. Euh, Dans les 5 dernières années, quelles sont les nouvelles croyances, comportements ou habitudes qui ont le plus amélioré ta vie de commercial? 5. Dans les 5 dernières années, Euh, ouais. voilà, dans ces dernières années. Alors, je vais te donner un truc qui est hyper, qui est actuel et qui a énormément changé ma vision des choses. Alors, deux choses. Deux choses qui ont énormément changé la vision des choses. La première, ma princesse, ma petite fille, ça te fait changer en fait complètement ton mindset. Hein. T'es plus là pour devenir millionnaire. Tu es là pour avoir une liberté financière et et justement avoir du temps pour voir grandir également tes enfants et passer du temps avec. Et je sais pas, ça a changé énormément de choses dans ma vision du marché. Ça m'a beaucoup plus calmé, moins.
moins excité. Et quand je dis ça, je pense à Théobald de Benthman que j'embrasse si tu me vois. Euh, on se ressemble énormément. La deuxième chose qui me canalise beaucoup, c'est le sport. Le sport, là, du coup, j'ai pas fait de sport pendant 2 ans, enfin 1 an et demi exactement. Et là, j'ai repris le sport, ça me fait un bien fou. Pour deux choses. La première, en fait, tu canalises ton énergie. J'aime bien le faire le matin, sur ta zone de confort, hein, bien évidemment, c'est bien. Il faut aller de 7h à 8h. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il neige, rien à foutre, tu sors. T'es pas fait en sucre, mec, tu sors. Tu te couvres, ça arrive à tout le monde, hein, tu vois, genre, t'es pas mieux que tout le monde. Donc tu le fais. Moi, j'ai pris un coach privé, ça coûte pas plus cher. Et honnêtement, au moins, ça me fait sortir de mon lit et je suis sûr de sortir. C'est entre 50 et 70 euros en fonction du nombre de jours que tu prends dans le mois. C'est accessible et surtout, en fait, pour le coup, il y a un énorme ROI. Genre, t'as pas la même motivation, là, tu vois. Genre, Ouais. au boulot, t'as une énergie qui est dingue et que tu partages à tes équipes. Et genre, je le vois depuis que j'ai repris le sport. Déjà que mes équipes, les équipes de Dreamcatcher 7 sont genre au taquet, mais là, genre, elles sont, mais c'est genre, les mecs, on les a mis sous Red Bull, quoi. Donc, au taquet et un peu de boxe pour justement, pour évacuer un petit peu, parce que la boxe, c'est quelque chose que j'apprécie. C'est très endurant. Ça te permet également de dépasser tes limites et de toujours essayer d'aller plus haut, plus haut, plus haut, plus Ouais. loin. C'est une également c'est une de nos valeurs, de nos baselines, c'est Sky is not our fucking limit. Non, mais c'est marrant Le que tu ciel n'est dis pas ça. notre limite. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que justement, le sport, moi, en plein dedans. Là, je viens de commencer pareil. Ça fait 3 mois. Et ça fait tellement du bien, en fait, de faire ça le matin avant de commencer la journée parce que ça te met une patate, justement. Non, mais surtout que, tu vois, par exemple, je fumais un peu plus avant pour le stress, je fume plus. Ouais. Euh, genre, je sais pas, ça régule des choses, l'endorphine, ça te met une patate. Genre, je suis moins stressé. En tout cas, le stress, je l'évacue beaucoup plus facilement. Et puis, le fait de se lever plus tôt, t'as l'impression d'avoir 2 journées en une. Et moi, quelque chose que je peux euh, partager en tout cas avec les auditeurs et avec toi si tu as une piscine pas très loin, c'est la piscine le matin. Une demi-heure de piscine, 3 quarts d'heure de piscine le matin, c'est le paradis quoi. Alors c'est pas facile, ok, t'arrives, tu te dessapes, tu te mets en maillot, c'est machin, nanan. T'es dans la piscine, tu ressors, il fait froid, mais tu ressors, t'es boosté quoi. Et la piscine c'est top pour les articulations, c'est top pour tout. En tout cas le sport c'est top. Ouais. Bah, et encore plus pour ceux qui sont dans la vente, clairement, Ouais, grave, grave. pour tes journées, Total. ça aide beaucoup. Exactement. Quel, quel conseil donnerais-tu à une personne qui est sur le point d'entrer dans le monde de la vente? La résilience. La résilience. La résilience, 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 résilience. La résilience, c'est important dans la vente. C'est important parce que qui te tue pas te renforce, first. Mais surtout, en fait, tu dois apprendre de tes erreurs. Sometimes you win, sometimes you learn. Parfois tu gagnes, parfois tu apprends. Et souvent, dans la vente, tu payes pour apprendre. Et parfois, tu payes cher. Et il y a qui comprennent, ceux qui comprennent pas. Ceux qui comprennent pas, ils stagneront tout le temps. Donc, résilience. Résilience et humilité. Et quel conseil devrait-elle ignorer, cette personne? Quelqu'un fait quoi? Quel conseil elle devrait ignorer? Elle devrait ignorer? Ouais. Quel conseil que je donnerais qu'il devrait ignorer? Ah, c'est intéressant comme question. Euh... Fais du call, c'est bien. Non, fais du call calling, c'est bien. Ça, tu l'ignores. Non, non, encore, non, un conseil qu'il devrait ignorer. Attends, laisse-moi réfléchir. Un bon conseil qu'il devrait ignorer. Non, justement, le call, c'est de la merde. Le call, ça sert à rien. Fais des emails, c'est bien. T'attends, t'attends 8 semaines d'avoir un retour, alors que t'as un retour en 5 minutes par call. Non, non, c'est plutôt le contraire, effectivement. Fais des emails, le call, c'est has-been. Et on arrive justement sur la fin de l'interview. Et justement, pour terminer,
Je pose toujours le même challenge justement à chaque invité. Ouais. Et donc l'idée, c'est justement pour ceux qui sont en train d'écouter et qui cherchent à s'améliorer, quel serait ton défi à mettre en place dès aujourd'hui dans leur poste de vendeur? Le défi, Ouais, le défi qu'ils doivent mettre en place, moi, j'aime bien les petits pas. Je préfère faire plusieurs petits pas, mais sur le long terme, que des gros pas et s'essouffler. Et ça, c'est Stéphane Boucris qui m'a très bien expliqué ça. Un marathon, ça se court sur 42 kilomètres. Donc, si tu donnes tout au début, tu es sûr de ne pas le finir. Mais un conseil, un défi qu'ils doivent se donner, un défi, moi je trouve que le meilleur défi en fait, c'est fais 5 calls par jour. Fais 5 calls par jour et remets-toi en question à la fin de chaque call, même si tu as eu un rendez-vous qualifié, même si tu as closé. Comment tu aurais pu faire mieux? Ne pas se contenter de ce que tu as, toujours viser plus haut. C'est mon gros problème. Mais ça ça marche. arrive. Cool. Et du coup, merci Ariel pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. Et on se revoit dans le prochain épisode. Ciao! À tutti. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de The Sales Game. Si t'aimes le podcast, abonne-toi, laisse un commentaire, une note, partage-le avec tes potes, fais-le écouter à ta mère. En gros, fais-en ce que tu veux. Et ça serait top aussi si tu pouvais m'aider à le partager. On se revoit dans le prochain épisode. Ciao!